Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julia Moa, je suis interne en médecine générale en 3e année. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai décidé de travailler sur les TCA, donc avec le professeur Jiquel et Madame Chauvet. Aujourd'hui, je vais vous présenter en plusieurs points le site web. Donc là, il faut faire next. Le site web qu'on vous a déjà bien présenté tout à l'heure, la plaquette informative, ainsi qu'une étude d'impact que je réalise dans le cadre d'un questionnaire. Un dossier patient qui est en cours d'élaboration que je vais vous présenter. Next. Donc le site web que vous avez déjà vu tout à l'heure, donc je vous conseille de bien retenir l'adresse. Il est destiné donc aux professionnels de santé, mais également aux patients et leurs familles. On y retrouve donc ce qu'on a dit, de la documentation, des vidéos, mais aussi des contacts qui sont référencés par département. Et évidemment l'espace professionnel. Next. Donc la plaquette informative, elle se présente comme ça, et vous avez quelques exemplaires qui peuvent être distribués. Donc la plaquette, elle est diffusée à peu près depuis avril ou juin 2016. Elle est à destination des médecins généralistes et des pédiatres et tout professionnel de santé, mais les médecins généralistes parce qu'ils sont en première ligne de mire. Le but de cette plaquette est de donner les fondamentaux pour repérer, pour intervenir dans la prise en charge des personnes souffrant des troubles du comportement alimentaire. La plaquette se divise en plusieurs éléments. Next. Là, on voit déjà qu'il y a une route sur à peu près 5 consultations à suivre. Chaque question sera à se poser à chaque consultation. Next. Donc, tout d'abord, on va repérer les signes d'alerte. Il y a 5 principaux signes d'alerte que je vous invite à lire. Ensuite, il y a le SCOF, qui est un outil pratique que chacun peut poser au cours de ses consultations et qui permet ainsi de diagnostiquer une anorexie. Next. Encore. Pour faire un gros plan, donc l'anorexie avec la triade, anorexie, amaigrissement et aménorrhée, il y a toujours des questions clés à avoir, des symptômes à rechercher et les examens complémentaires à demander. Ces symptômes et ces questions clés sont à renouveler à chaque consultation. Chaque consultation, il faut réévaluer les choses. Ensuite, next. Donc, il faut toujours se poser la question de si c'est une anorexie prépubère ou post-pubère, parce que les prépubères vont être souvent plus graves. Next. Donc, ensuite, on va se demander s'il faut hospitaliser ou pas, en urgence ou non, et où. Donc ça, c'est la prise en charge par niveau. C'est par rapport à des critères d'hospitalisation qui ont bien été définis par l'HAS et que vous retrouvez également sur la plaquette. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est dans la boîte à outils. Next. Donc, il y a des grands objectifs thérapeutiques à respecter. Tout d'abord, l'arrêt de la perte de poids et ensuite, progressivement, la reprise pondérale et l'alimentation diversifiée, ainsi que l'arrêt de toutes les conduites de purge, etc. Donc, next. Vers qui orienter? Donc ça, c'est toujours avec le site web, vous pouvez retrouver les différents professionnels qu'il y a dans le secteur. Et donc, en premier lieu, next. Ouais, c'est ça. Le réseau, non. Au niveau de la première situation, il y a une régression des symptômes. Donc, sur ce, excusez-moi, une régression des symptômes, donc on poursuit l'accompagnement en ambulatoire avec le médecin généraliste, plus ou moins,
dans la situation 2, le réseau local que l'on va mettre en place. Next. Donc le réseau local, donc, comme on l'a dit, accompagné de diététiciens, de psychologues, de personnel en libéral qui seront dans le secteur où travaille le médecin généraliste. Ensuite, si cette situation est mise en échec, donc next. J'ai du mal à suivre. Cette situation est mise en échec. Nous allons faire appel au milieu hospitalier. Voilà, on peut passer. Donc là, c'était pour le rappel de la prise en charge par niveau, la plaquette que vous avez vue tout à l'heure, sur les différents niveaux de prise en charge. Et la médecine générale va surtout se situer jusqu'au niveau 1B. Puis après, ils vont poursuivre dans la collaboration avec les médecins en hospitalier, évidemment. C'est combien de parcours entre la première consultation et la 5e, à peu près? Enfin, les fréquences? Oui, ça, il y a un guideline un peu. Parce que, en fait, ça va être distribué au médecin généraliste. Oui. C'est pas encore distribué. Si, c'est en cours de distribution. Et du coup, parce qu'on ne sait pas combien de temps il faut les voir, parce qu'après, quand on passe quand ça n'a pas été, quand il y a une persistance, voire majoration des signes, là, du coup, on travaille en réseau avec d'autres professionnels, voilà. Et je me dis, 6 mois, ça me paraît long. Parce que je me dis, si ça a déjà duré un certain temps et qu'on se laisse encore 6 mois avant qu'ils soient adressés, alors que les choses se majorent, j'ai peur qu'ils arrivent un peu tard, entre guillemets, à l'hôpital parfois. Parce que le niveau 2A, là, dans ce que vous décrivez, c'est ce que vous sous-entendez sur Poitiers, c'est un pédopsychiatre au CMPEA. Mais comment le généraliste il va savoir ce que c'est le CMPEA? Je me mets à la place. Oui. Tu vois, lui, il a besoin de savoir. Il regarde un pédopsychiatre au CMPEA. Lui, il habite en Charente. Il ne sait pas du tout ce que c'est le CMPEA. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est le CMPEA. C'est le travail de... Le CMPEA, c'est le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. À Rochefort, c'est le Campéa. À La Rochelle, effectivement. Après, sur la question du timing, comment dirais-je, justement, on n'a pas voulu mettre une chronologie trop figée. Non, mais il ne faut pas que ce soit figé, mais je me dis, si là, ça dure un certain temps, qu'on se laisse encore 6 mois là, je trouve que, quand l'évolution est positive, qu'à la limite, ça persiste, mais qu'il n'y a pas de majoration, mais quand il y a une majoration des choses, je me dis 6 mois, ça me paraît beaucoup, sachant qu'il y a avant ça, je ne sais pas combien de temps ça dure. 6 mois après le réseau local. En fait, si le médecin généraliste, avant qu'il travaille entre guillemets en réseau, il y a une persistance, voire une majoration des signes, là c'est le réseau local avec les diètes, voilà. Oui. Et du coup, on réévalue à 6 mois pour voir si on passe du coup au niveau hospitalier. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de laisser aussi le temps au réseau local d'agir. Je veux dire, en cas de persistance, ça me choque pas, mais en cas de majoration des signes, ça me choque un peu qu'on se laisse 6 mois plus avant, je ne sais pas combien de temps ça dure. Oui, on peut peut-être. Ça paraît entre guillemets un peu long, parce que parfois ça va quand même vite. Et du coup, alors après, ça va peut-être pris en charge plus tôt, donc c'est peut-être un biais. En gros, c'est 5 consultations, c'est sur 2 mois. Pas voulu mettre oui. Après, moi je pense que pour les 6 mois, c'est à évaluer en fonction de chaque patient, en fonction des critères d'hospitalisation. Parce qu'il y en a, tout de suite, elles seront très graves et tout de suite, il va falloir les hospitaliser. Donc, je pense que ça dépend un petit peu de chaque patient, comme dans tout. Là, c'était plus le but de donner des grandes lignes à suivre quand on voit quelqu'un qui est en train de rentrer dans le trou sans être enquisté déjà depuis. Parce que parfois, le temps qu'ils aient à consulter va être trop important. Donc là, à ce moment-là, il faudra sûrement passer directement à l'hospitalisation. Oui. Alors, c'est vrai que c'était une, comment dirais-je, Je me disais s'il faut faire votre plaquette. C'est ça. C'est ça. Ah oui, tu penses qu'il faut faire une autre? Ça va être assez identique, sauf le retour. Alors, l'idée au départ, effectivement, c'était
voilà, donc, dans la perspective d'une prise en charge la plus précoce possible, donc vu le pic d'apparition plutôt à l'adolescence. Donc c'est pour ça qu'on l'a goupillé comme ça. Après, l'idée, c'était d'avoir la cohérence de la plaquette. Véritablement que s'adressant à un public, effectivement, bon. Je pense que, comment dirais-je, c'est bien, parce qu'en plus, ça distingue bien le prépubère. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est vraiment. Alors après, chez les adultes, on serait plus dans des dimensions inaugurales, mais peut-être comment est-ce qu'un médecin traitant peut faire quand une anorexique de 22 ans rentre dans son bureau pour la première fois, et comment est-ce qu'il peut l'aider. Et ça, je pense qu'à mon avis, c'est vraiment presque un tout autre document, parce que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Mais, ben voilà. Des conférences, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a beaucoup d'appels et les médecins généralistes appellent beaucoup directement aussi les psychiatres d'adultes. C'est ça. Alors ça, c'est... Le problème de l'adolescence, c'est vrai que nous, on en prend quand ils ont 17 ans passés, on les prend, je veux dire, ça commence. Donc, c'est un petit peu dommage peut-être de pas du tout, moi je sais pas, ou alors il faut en faire une autre. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que les âges de début, bon, la boulimie, c'est quand même plutôt un peu plus tardif que les adultes. Mais sur l'anorexie, c'est quand même pas rare. Enfin, il y en a quand même très régulièrement. Alors, je ne sais pas. Ben, ce qu'il faudrait à ce moment-là, c'est que, notamment au C4 ou ailleurs, je dirais, il y ait des amendements ou des corrections par rapport à cette plaquette au regard des adultes. Et après, il faut voir si vraiment c'est minime ou si vraiment c'est autre chose. Le titre est volontairement... Ben voilà. Donc, le titre est vraiment, on va dire, il est l'anorexie, on n'a pas mis l'anorexie à l'adolescence dans sa consultation. On a volontairement, je dirais, fait quelque chose d'assez large. Après, effectivement, on peut tout à fait rajouter la partie adulte. La nuance que moi je vois, c'est plus, on va dire, comme on dit, les naïfs versus ceux qui sont déjà dans la maladie. C'est-à-dire que là, la plaquette, à l'origine, dans l'absolu, elle s'adresse à ceux qui rentrent dans l'anorexie et en prise en charge initiale. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'après, finalement, par rapport à des prises en charge ultérieures, on applique la même chose, qui est du coup de ne pas s'avérer aussi efficace, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, potentiellement. Donc c'est pour ça que faudrait qu'on trouve quelque chose autour, peut-être, de la suite. En fait, il faudrait faire une plaquette après ça. Ça, on va dire, c'est le 15-18 ans ou 15-19 ans. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement le suivi ou comment dirais-je, la poursuite de la prise en charge à l'âge adulte. Et là, à ce moment-là, il faudrait peut-être imaginer la suite du parcours, en lien d'ailleurs avec le dispositif qu'on a présenté tout à l'heure. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait faire ça. Du coup, on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est bel et bien la boîte à outils qui permet de remettre un petit peu au clair les critères d'hospitalisation qui peuvent être donc à tout moment. C'est les critères qu'on retrouve dans la plaquette. Et je pense que ces critères sont vraiment à réévaluer à chaque consultation, puisqu'en effet, il y a des anorexiques qu'on va devoir hospitaliser assez rapidement. Donc, suivant. Donc, pour ce qui est des questionnaires, donc j'ai fait un premier questionnaire que j'ai lancé depuis juin 2016, qui a été diffusé aux généralistes de Poitou-Charentes, pour savoir un petit peu des données épidémiologiques, s'ils avaient été confrontés ou pas au problème déjà, les habitudes de prise en charge, mais aussi les difficultés rencontrées et leurs souhaits. Et il y a un deuxième questionnaire qui est prévu pour dans 6 mois environ, pour réévaluer les choses, pour voir comment ils ont trouvé justement la plaquette. Donc la première version, on va dire aussi, parce que
et voir un peu leurs impressions, leurs remarques, leur point de vue sur l'utilité. Est-ce que vraiment voilà, ça a pu leur servir? Et est-ce que c'était accessible? La bonne remarque de dire que le psychiatre du CEMPEA n'est pas forcément accessible aux généralistes. Donc voir plutôt les psychiatres de ville avec les CMP, les CMPP, plus que... Voilà. Donc ça, c'est les questionnaires qui sont en route. Ils ont répondu, déjà vous avez pas mal de retours. Vous allez voir, du coup, on a eu à peu près, enfin on a envoyé à peu près à 250 médecins généralistes. Pour l'instant, je suis à 55 réponses. Il y a encore des réponses qui sont en cours. Sur ces généralistes, il y en a quand même 40% qui ont été confrontés au problème. Donc je pense que c'est quand même un problème de médecine générale pour le coup. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la droite? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Pas de problème. Donc, le nombre de patients souffrant d'anorexie, donc environ 40% qui ont été vus en médecine générale. Et donc, j'avais posé la question avec qui ils avaient travaillé à ces moments-là. Mais c'est vrai que je me suis un peu tiré une balle dans le pied toute seule parce que j'ai oublié de demander s'ils avaient travaillé tout seuls. Mais bon, voilà, je suis partie du fait qu'ils avaient travaillé en collaboration. Voilà. Donc, il y en a quand même une majorité qui ont fait appel à des psychologues et des pédiatres, ainsi que les diététiciennes. Voilà. Donc, c'est déjà un réseau local qui paraît fonctionner. Diapo suivante. Alors, les difficultés rencontrées, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est que c'était plus dans la collaboration avec les professionnels que c'était compliqué d'avoir vraiment, je suppose, les comptes rendus de chaque professionnel. Mais ça, c'est dans tout, en médecine générale. Hein. Mais voilà, peut-être que voilà, le diététicien n'a pas forcément pensé à dire au médecin généraliste qu'est-ce qu'il envisage, le kiné, c'est pareil, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de ces chiffres. Après, les délais... Pour info, sur les difficultés de communication et de collaboration, quand on avait fait le tour de conférence en Poitou-Charentes, c'était le premier point d'amélioration que les parents et les membres de la salle attendaient. C'est-à-dire que les professionnels collaborent mieux entre eux. Ouais. Après, évidemment, les délais de prise de rendez-vous sont trop longs. Ça, c'était quelque chose aussi à laquelle je m'attendais, mais elle est bien confirmée. Voilà. Ensuite, par contre, ce qui est bien, c'est que donc, en leur demandant par quoi ils étaient intéressés, on a bien retrouvé qu'une plaquette informative et un site web étaient souhaités. Et après, une FMC, si des psychiatres sont tentés pour former un petit peu les généralistes, apparemment, ils sont tout oui. Suivante. Donc ça, c'est le dossier patient qui est en cours d'élaboration. Donc là, j'ai un exemplaire, mais que je n'ai pas encore bien peaufiné. Ce serait vraiment un petit livret. Suivant. Donc en fait, dedans, on trouve des cases à cocher, un peu à la façon d'un QCM. Donc chaque item, je vais en prendre un au hasard. C'est par exemple, est-ce qu'elle est prépubère ou post-pubère? On coche, il y a des petits carrés. Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Voilà, à chaque fois, c'est des petites cases à cocher pour qu'ils se souviennent. Et en rouge, sur le côté droit de la feuille, ils retrouvent des trucs à ne pas oublier, comme le SCOF, les signes d'alerte. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train d'élaborer. Donc, ils auraient leur plaquette et ce petit document à sortir. Alors ça, en fait, ils pourraient le télécharger sur le site web. Ils pourraient l'imprimer pour chaque patient. En fait, oui, c'est un dossier patient. L'idée, c'est que ça, évidemment, c'est un support pédagogique. L'idée du guide, c'est d'en faire un bras armé. Et alors, pour le bout de la démarche qu'on souhaite, c'est prendre contact avec les sociétés informatiques de dossiers informatisés de patients pour qu'ils intègrent dans le dossier informatisé ce module. Diapo suivante. Donc en conclusion, moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est l'élaboration de guides pratiques à destination des médecins généralistes. Le projet, c'est éventuellement de l'élargir à la Nouvelle-Aquitaine. Next. Et évidemment, je remercie le professeur Giquel de
m'avoir permis de travailler sur ce projet et Madame Chauvet pour tous ses conseils.